Bonjour, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec aujourd'hui une actualité pour nous. Ça nous fait vraiment super plaisir. La Fédération française de jeux de rôle vient de faire de ce blog le blog du mois de février 2010. Ça nous fait vraiment très très plaisir et on voulait les remercier en début de ce podcast. Aujourd'hui aussi pour les remercier un petit peu parce qu'ils ont beaucoup fait pour le jeu de rôle, abréviation JDR pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Ils ont fait énormément de petites plaquettes en fait qui montrent comment ça se passe le jeu de rôle, qu'est-ce qui se passe à une table de jeu de rôle. Et nous aujourd'hui on a envie un petit peu d'offrir un podcast sur le jeu de rôle en général, sur qu'est-ce qu'on fait pendant une partie de jeu de rôle, parce que la plupart du temps, personnellement, moi quand je présente mes activités par exemple à mes élèves dans le cadre de mon travail, souvent ils me disent c'est sympa mais où est-ce qu'on le trouve ton jeu vidéo ? Alors là, je leur dis, ah non, c'est pas du jeu vidéo, le jeu de rôle, c'est autre chose. Et donc aujourd'hui, oui. Ils sont alcoolisés, tes élèves ? Non, ils ne sont pas alcoolisés. Mais voilà quoi, c'est le genre de truc que j'entends. Et vraiment, là aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast pour leur expliquer un petit peu cette activité que nous faisons tous autour de cette table. Aujourd'hui avec moi pour présenter le jeu de rôle en général, qu'est-ce qu'on fait pendant une partie de jeu de rôle ? J'ai réuni les créateurs de Sensexalogie, Thomas Poussou. Bonsoir. Benjamin Béliez. Bonsoir. On a un petit nouveau, Benoît qui nous a rejoint. On en a entendu parler dans le dernier podcast, c'était le colocataire de Thomas. Bonjour tout le monde. Voilà, il joue au jeu de rôle depuis peu, alors il va participer avec nous. Flavie. Bonsoir. Voilà, qui est avec nous également. Et on va débuter ce podcast par une question, on va dire matérielle. De quoi est-ce qu'on a besoin pour jouer au jeu de rôle ? Benjamin, est-ce que tu as envie de répondre à cette question ? Alors, on a besoin d'une bande de potes motivés. Ouais. Assez dur à trouver en ces temps où les gens sont un petit peu séparés, là, surtout quand on commence à être assez âgé, là, faire des études et qu'on se barre à droite à gauche. Oh, quand tu veux trouver le temps, tu le trouves. Donc en plus de ces potes, il y a besoin de temps, il y a besoin d'un livre qui décrit un univers et des règles. Voilà, c'est ça que je fais les élèves. Je fais des livres dans lesquels il y a des univers. On a besoin d'une fiche de personnage, d'un crayon et de quelques dés. Et d'une calculatrice. Selon les jeux, évidemment. Et de granola. Ah, pas de publicité s'il vous plaît, merci. Donc des granolas également, ça peut être utile, hein. De la bouffe et de l'eau parce que on va épuiser beaucoup de sa salive au cours d'un jeu de rôle. Alors, donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce dont on a besoin pour jouer, on va expliciter un petit peu plus les rôles qu'ont tous les joueurs au cours d'une partie de jeu de rôle. En général, ça se joue à combien le jeu de rôle ? Faut pas être trop nombreux. Bon, je dirais qu'un bon chiffre, 4. 4 joueurs et un maître de jeu. Un maître de jeu. Voilà, un joueur, un maître de jeu. Thomas, non ? Il finit les granolas. Il finit les granolas. Donc voilà, on a besoin de joueurs et d'un maître de jeu. Alors on va commencer par cette espèce de bizarrerie, un maître de jeu. Ça fait un peu bizarre. Quel est le rôle de ce joueur spécial en fait autour de la table ? Donc s'il y a 5 joueurs, il va y avoir un maître de jeu et 4 joueurs. Quel est le rôle du maître de jeu ? Flavie. Je serais tentée de dire que déjà le maître de jeu, c'est lui qui a lu le livre en entier, parce qu'il y a des passages dans les bases de règles qui sont interdites aux joueurs qui ne sont pas les maîtres de jeu. D'accord. Et ensuite, c'est à la table celui qui va décrire l'histoire, les décors. D'accord. Qui va permettre tout simplement à l'imagination des joueurs de pouvoir se mettre dans l'histoire. D'accord. Donc il a un rôle de description de l'univers. Oui, notamment. Et aussi de description de l'histoire. C'est lui qui va amener tous les retournements de situation, qui va amener ce qui va se passer. Ouais, un rôle de narrateur. Ou de conteur, ou d'éminence grise selon les jeux. Donc la description de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait il va lire sa base de jeu de rôle et puis ensuite il va expliquer par exemple, tiens aujourd'hui ce soir on joue dans quel univers exactement ? Est-ce que c'est un univers de science-fiction ? Est-ce que c'est plutôt du médiéval fantastique ? Est-ce que c'est plutôt du contemporain ? Ce genre de choses. C'est ça ? Oui, et puis il pourra dire, alors ce soir, on va aller dans la ville de Abîme, ou voilà, et puis il va pouvoir décrire comment on va arriver dans cette ville, et il va décrire les gens qu'on y rencontre, il va décrire les immeubles, l'ambiance de la ville. D'accord. C'est lui qui pourra même choisir les musiques selon le type de maître de jeu qu'on pourra entendre pendant qu'on joue, pour ramener de l'ambiance. Tu joues avec des musiques toi au jeu de rôle ? Oui. C'est une pratique qui commence à se répandre un petit peu, mais... Moi j'aime bien les musiques en jeu de rôle. D'accord. Ça renforce une ambiance et puis ça permet de mieux se mettre dans le bain.
Ouais. C'est un bon support pour l'imagination. Ouais, Thomas. L'avantage de la musique, ça sert surtout à bien contrôler ses joueurs. C'est-à-dire L'avantage, en tant que maître de jeu, en tant que maître de jeu, bien évidemment. Parce que décrire l'univers, c'est peut-être pas suffisant, quoi. Bah, c'est pas ça, c'est que exemple, dans le jeu, à un moment, il y a une scène de combat. Ouais. Et ben, si on met régulièrement à peu près les mêmes musiques de combat, les joueurs sont sont directement mis dans l'ambiance et le combat devient super intense. Donc, c'est une sorte de conditionnement en fait. On voit que le maître de jeu, il a vraiment un rôle d'organisation de la partie, tant au niveau de la description de l'univers que la narration de l'histoire. J'aimerais rebondir sur un truc qu'a dit Thomas. Il a dit le mot contrôle. Ouais. Moi, je trouve ça important parce que c'est vrai que le maître de jeu, il met des limites. Il met des limites. Limite aux joueurs. Donc c'est aussi un arbitre. Si ton joueur veut voler et que dans l'univers personne ne peut voler, il dira au joueur non, tu ne peux pas voler. Ouais. Benoît, toi qui débute tu débutes, je sais pas, ça fait peut-être plus longtemps que ça que tu joues, mais en tout cas, moi je te connais en tant que rôliste il y a peu. Mais comment est-ce que tu le vois le maître de jeu, toi ? Déjà, est-ce que tu as été maître de jeu toi-même ? Je crois pas. Non, j'ai jamais fait maître de jeu, non. Et comment est-ce que tu vois son rôle ? Arbitre, on a dit, narrateur d'histoire, description d'univers. Moi je dirais plutôt le compteur, quoi. On doit pas beaucoup bien t'entendre. Tu peux rapprocher le micro. Le compteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on t'entend bien. Le maître de jeu pour moi c'est un compteur carrément. C'est un compteur ? Tu penses qu'il faut avoir des talents de compteur pour être maître de jeu ? Faut réussir à emmener tes joueurs dans une ambiance, un monde un petit peu, voilà. Faut réussir à leur faire abstraction. Ouais. Pardon, j'ai du mal avec le micro. Ouais. Fais attention à ton micro, Ben. J'ai regardé en dessous. Ah voilà. Voilà. Nickel. Donc voilà. Donc c'est un narrateur, un arbitre. On a dit aussi qu'il jouait les personnages qui n'étaient pas des joueurs. Donc ça, on sait que dans la tradition du jeu de rôle, on les appelle souvent des PNJ, personnages non joueurs. Quand le maître de jeu joue des personnages non joueurs, est-ce qu'il doit y mettre le ton ? Est-ce qu'il doit comment il doit faire Ben, comment tu fais ? Parce que je sais qu'il y a certains MJ qui disent juste il fait ci, il fait ça, et puis d'autres MJ qui vont plutôt décrire et vraiment oh bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites dans cette taverne ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui vont vraiment essayer de faire l'effort d'interpréter. Toi, tu es dans l'interprétation à fond ou pas ? Ouais, plus dans l'interprétation, ça permet de rentrer plus dans une ambiance, justement, même titre qu'il y a la musique qui peut être importante, choses comme ça. Une bonne incarnation des personnages, c'est indispensable. Ouais, ça me semble pas mal. Bonne interprétation des personnages pour l'immersion, c'est aussi valable pour les musiques, c'est pas trop pourri, on va dire, ça sert bien. Alors, bien sûr, en face du maître de jeu, eh bien, s'il y a 5 personnes, je vous rappelle, il y a une personne qui est maître de jeu, il n'y a qu'un seul maître de jeu autour d'une table de jeu de rôle de façon assez courante, et en face il va y avoir 4 joueurs. Alors quel est le rôle des joueurs, Thomas ? Alors le rôle des joueurs, c'est de s'amuser. Ouais. En gros, les le joueurs... maître de jeu aussi, c'est son rôle. Voilà, aussi, mais les joueurs en fait ont l'avantage de... ils n'ont pas à faire la préparation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de lire le livre de règles. Ils n'ont pas besoin de travailler le scénario. D'accord. Ils doivent quand même travailler un tout petit peu l'univers, sinon ils seront incapables de jouer dedans. Ils ont à travailler leur fiche de personnage. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de lire le background. Alors la fiche de personnage, c'est-à-dire que chaque joueur va créer un personnage. Voilà. Et il n'en a qu'un seul ou il peut en avoir plusieurs ? Il n'en a qu'un seul. Alors, le joueur, en fait, lui, donc va se déplacer dans l'univers en créant effectivement un personnage. D'accord. Généralement, il n'y en a qu'un, mais pourquoi pas en avoir 2. D'accord. Tu penses qu'on peut jouer 2 personnages ? C'est assez rare ça dans le jeu de rôle. C'est assez rare, mais pourquoi pas ? Ok. Donc, alors la fiche de personnage. Donc, qu'est-ce que c'est une fiche de personnage, Ben, si tu veux ? C'est un autre élément qui va permettre de rentrer dans l'ambiance. C'est une feuille dans laquelle on va mettre le nom de son personnage, son historique. Ouais. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, ses aptitudes, ses caractéristiques, qui vont lui permettre d'interagir dans le monde et l'histoire décrite par le maître de jeu. Ça définit ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Alors, ok. Alors, bon, mettons-nous en situation. Imaginons, moi je suis maître de jeu, je vous décris un univers un peu médiéval fantastique avec des fées, des dragons, des trolls, etc. Et puis là, je vous dis, allez-y, faites un personnage. Alors, Flavie, qu'est-ce que tu fais comme personnage ? Je veux faire un farfadet. Bobo, qu'est-ce que tu veux faire comme personnage ? Je vais faire un fier chevalier avec une grosse épée qui va auxir le dragon. Benoît, qu'est-ce que tu veux faire comme personnage ? Non, je voulais juste dire que la fiche de perso permet aussi quand même de matérialiser un petit peu son personnage.
D'accord, ouais. Lui donner un aspect vraiment réel, alors que des fois dans l'imagination, pour un joueur débutant, D'accord. c'est assez dur d'imaginer vraiment les scènes et tout ça. Donc ta feuille de perso, elle te permet de au moins déjà imaginer ton personnage. D'accord, ouais. Donc après, tu peux le faire développer n'importe où. Donc là, par exemple, j'ai déjà un farfadet, j'ai déjà un chevalier. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Un nain. Un nain, ah bah oui, évidemment, Un nain. tel que je te connais, c'est Oui, obligatoire. c'est un nain, d'accord. Thomas, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je ferais un gros troll qui Un bouffe gros. les enfants. Et qui a surtout un très gros appétit pour les nains. Alors voilà, maintenant, Oh, donc moi je suis les maître nains, de jeu. Ils font des trolls au petit-déj. Moi je suis maître de jeu. Je vous ai proposé à tous de faire un personnage. Et bien maintenant, je vais demander à Benjamin de faire sa fiche de chevalier. Alors donc, mettons qu'il y ait des compétences. Lui, il va mettre des choses. Dans quelles compétences tu vas mettre tes points, par exemple? Je vais mettre mes compétences, comme je suis un chevalier, dans Le personnage. dans des compétences de combat. Ah oui, bah oui. Je serai des compétences physiques, je suis fort, je peux porter mon épée, Voilà. je tape fort. Ce genre de choses. Compétence draguer la princesse. Oui, très important pour le chevalier. Alors toi, t'es farfadet. Alors qu'est-ce que tu vas mettre comme Je comme vais être compétence? très agile. Ouais. Je vais savoir me servir d'un petit couteau. Voilà. Je vais être très doué pour voler. Et je vais jeter des sorts aux méchants humains. Et toi, Thomas, en tant que troll? Bah, je mettrais beaucoup en cuisine, chasse, faire du feu, Chasse, survie. nature et tradition troll. Voilà. Non, mais la force c'est naturel chez les trolls. Alors donc voilà. Donc ensuite, une fois que les différentes capacités. Donc toi, en tant que nain, Ben, excuse-moi, je t'ai zappé. N'oublie pas de prendre le micro pour parler, Ben. Ouais, mais en même temps, le micro il passe de gauche à droite, c'est un peu bizarre. Pas l'habitude. Alors toi, en tant que nain, qu'est-ce que tu mettrais comme Oh compétence? non, moi j'ai juste un mot, c'est boîte de conserve quoi. Boîte de conserve. Ah, C'est-à-dire ouais, d'aspect quoi. Ouais. Plein d'armure. Petit bloc quoi. petit- Voilà, y a pas à chier quoi. Endurance à gogo et compagnie. Donc voilà, tous ces joueurs vont écrire ça sur leur fiche de personnage. Et si à un moment donné, il y a des conflits entre les joueurs, par exemple, si le chevalier veut taper le farfadet, et ben puisque le chevalier a plus de compétences de combat que le farfadet, a priori le farfadet va se retrouver embêté. Le troll, qui est naturellement fort, comme l'a dit Thomas, va avoir plus de facilité à, par exemple, prendre une grosse pierre et l'acheter sur ses ennemis, etc. Ouais, Donc, c'est bien le nain broyé avec un tronc d'arbre. Et ça, c'est le maître de jeu qui va. C'est le maître. Je ne c'est le- relèverai même pas. C'est le maître de jeu donc qui va un petit peu arbitrer tout ça et dire en fonction des fiches de personnage ce qui se passe. Donc voilà un petit peu le rôle des PJ, c'est évidemment de s'amuser, c'est de constituer un personnage et puis ensuite on va vivre une histoire. Le maître de jeu va décrire les décors, les PJ vont être invités à y réagir, à interagir avec ces décors. Donc voilà un petit peu ce qui se passe autour d'une table de jeu de rôle. Alors, maintenant j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le maître de jeu participe à l'aventure au même titre que les PJ? Est-ce qu'il participe à l'aventure, le maître de jeu? Alors pour moi, le maître de jeu participe à l'aventure, mais sur un autre aspect que les joueurs. Benoît? Ouais, carrément. Le maître de jeu, en fait, il va pas participer à l'aventure, il va créer l'aventure pour ses joueurs, quoi. Ouais, c'est... Je suis pas tout à fait d'accord, mais ça dépend peut-être aussi de la manière de maîtriser. Mais moi, je pense que le maître de jeu, il va participer, d'accord, pas de la même façon, mais si, par exemple, c'est quelqu'un qui interprète les personnages et tout, Ouais. déjà, il va avoir beaucoup de choses à jouer pour s'amuser, pour interpréter les personnages. Mhm. Il va devoir réagir avec ce que les PJ vont lui dire, et des fois, les PJ vont tout faire pour détruire son scénario. Ouais. Donc c'est vraiment de l'amusement pour essayer de retomber sur ses pattes ou alors de suivre ce que ce que les PJ vont faire et de voir comment il peut amener Donc, sur quasiment donc, autre il chose. s'amuse aussi à essayer de faire ça. Et tiens, j'ai envie de te poser une question, Flavie. Toi, personnellement, quand tu joues au jeu de rôle, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être maître de jeu ou est-ce que tu préfères être joueuse? Moi je préfère être maître de jeu. Tu préfères être maître de jeu, Ouais, pourquoi? carrément. Moi j'aime bien imaginer tout plein d'univers. Moi Ouais. j'aime bien créer des univers en fait. D'accord. Donc quand j'ai une base, j'aime bien imaginer les non-dits de la D'accord. base. J'aime bien imaginer ce qui va se passer dans la ville, etc. Donc déjà, ça c'est un truc que je peux pas avoir en tant que PNJ. Ouais, J'ai juste plus de réaction que de création. d'accord. Et à côté, quand je joue, j'aime bien voir les trouvailles des PJ. Je trouve ça génial de réagir à ce qu'ils vont faire
Et à côté de ça, j'adore interpréter les persos en fonction de ce que vous faites. D'accord. Donc je vous rappelle que les personnages, donc on appelle aussi des PNJ, personnages non joueurs, c'est le MJ qui doit les décrire. Ben, j'ai envie de te poser la question. Alors Ben, Bobo, enfin Benjamin Béliez, j'ai envie de te poser la question aussi. Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu préfères être MJ ou joueur? Jusqu'à Enfin, présent, maître de jeu ou joueur? Parce que c'est vrai que MJ c'est... jusqu'à présent, je préférais être joueur parce que j'aimais bien qu'on me propose une histoire, Ouais. s'aventurer dedans, essayer de la finir et de me faire surprendre par des retournements scénaristiques et autres. D'accord. Et là, je suis en train de basculer. de me dire bon, il est peut-être grand temps de Parce devenir MJ, de passer de l'autre côté et de proposer des histoires. Parce qu'en fait, ça fout un peu les boules d'être MJ. D'une part, on a un peu un rôle central, j'ai l'impression. Il y a une responsabilité. Ouais. C'est de faire en sorte que la sauce prenne, que la cohésion marche et que les joueurs rentrent dans l'histoire et s'amusent. Parce que toi te connaissant, je sais qu'il y avait pas mal de, pas de timidité, mais de crainte vis-à-vis de ça. Donc c'est intéressant aussi pour nos auditeurs de réaliser que le rôle de MJ, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Non, c'est sûr que si t'as Bon, après, quand tout le monde est débutant, ça va, mais... Ouais, voilà, Ouais. faut gagner un petit peu d'assurance dans la façon d'interpréter les personnages pour Ouais. te dire, là, je vais être suffisamment aguerri pour pouvoir incarner plusieurs personnages, plusieurs personnalités différentes, Ouais, sans être schizophrène. Thomas, qu'est-ce que tu préfères, toi? Être joueur ou plutôt être personnage? Bah, moi j'aime les être deux. MJ plutôt ou être... Ouais. Oh là là, il est tard. Entre joueur et MJ, moi j'aime les deux rôles, mais c'est vrai que c'est pas pareil. En tant que maître de jeu, ce que j'aime c'est créer une histoire et voir comment les joueurs vont s'en sortir. Ouais. Donc ça c'est le côté sympathique. Et être joueur, c'est découvrir un scénario et incarner un seul personnage, Bon, le faire très excentrique, interagir avec les autres joueurs pour créer des conflits, avoir une histoire. Et bon, on sait aussi qu'il y a des univers à secret, ce qu'on appelle comme Sens, justement, le podcast. Voilà quoi, ce podcast lui est dédié en général. Et donc c'est un jeu à secret dans lequel justement l'univers recèle de nombreuses zones obscures que les joueurs vont pouvoir découvrir au fur et à mesure. Donc le MJ sait tout, par contre lui de l'univers, et c'est les joueurs qui découvrent. Donc moi personnellement, si je devais être quelque chose, ce que je préfère faire c'est souvent être joueur. D'ailleurs je suis plus souvent joueur que maître de jeu. Bon, à une époque peut-être moins, mais moi je préfère largement être joueur parce que j'adore découvrir les mystères d'un univers. Pas vraiment les sursauts scénaristiques d'un maître de jeu, limite ça m'intéresse moins que de découvrir comment est-ce qu'il va travailler son univers, quel secret il va mettre derrière et tout. Par contre j'adore créer des jeux, ça vous le savez. Mais t'aimes quand même maîtriser un petit peu. Je prends Sens avec le cas où il y a des secrets. En tant que maître de jeu, tu les sais, mais tu dis comment ils vont faire pour le découvrir. Oui, voilà. Mais donc tu à ce vois, côté-là qui est il y intéressant. a encore une idée d'exploration. Moi, je suis assez comme Fly. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est me dire, putain, mes joueurs, moi, ce que je fais, c'est généralement ce qu'on appelle des bacs à sable. C'est-à-dire que je prépare des univers assez grands où je sais pas trop ce qui va se passer. Je mets les joueurs dedans et je vais voir comment ils vont réagir. Et comme me disait Fly tout à l'heure, il y a un petit côté, tiens, comment ils vont réagir. Et c'est ça qui m'amuse en tant que maître de jeu. Mais ça m'amuse d'autant plus quand je suis joueur parce que moi-même, je me pose la question comment est-ce que je vais réagir. Par exemple, je me souviens de la scénar de la campagne de Chine que tu nous as maîtrisé, Thomas, avec ce monarque qui devient complètement cinglé et tout. On était là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers? Et ça vraiment en tant que joueur, je trouve que c'est des sensations qui sont vraiment fortes et j'aime beaucoup. Alors qu'en tant que maître de jeu, t'as toujours quand même, malgré tout, tu sais un petit peu ce qui se passe. Donc, ouais, j'aime bien les deux côtés. Hein. C'est vrai que les deux côtés sont bien. Mais bon. Mais c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc, ça nous permet aussi de voir un peu les rôles de chacun. Alors j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous faites du jeu de rôle? Flavie, pourquoi est-ce que tu fais du jeu de rôle toi personnellement? Parce que j'aime bien ça. Je sais pas. Non, quelle argumentation. Non, j'aime bien faire du jeu de rôle. J'aime bien me plonger dans un univers et pour le meilleur et pour le pire, ceux qui ont été à une table avec moi voient bien que j'adore vivre à fond ce que vit mon personnage. Ah oui. À limite à pleurer quand mon personnage est triste. Je suis navrée pour ceux qui ont été avec moi à ce genre de table. Voilà, c'est ce que j'aime Donc bien toi, réagir. tu aimes vraiment interpréter ton personnage à fond, vivre l'histoire, truc, vivre l'histoire plus que l'interprétation. Benoît, toi, qu'est-ce que t'aimes bien dans le JDR? Pourquoi est-ce que t'en fais? Alors, moi, ce qui me fait bien marrer quand même dans le JDR, c'est avant tout, c'est vraiment de pouvoir jouer limite, on va dire un perso de BD ou jouer un perso. Le côté un peu humour décalé. Un peu foufou, tu t'en fous quoi. Je me souviens des scénars de Cthulhu avec toi, c'est trop poilé. Mais je jure que par Cthulhu. À faire des scénarios. Donc Cthulhu pour nos éditeurs qui connaîtraient pas, ce que j'aime bien, c'est un jeu d'horreur un peu à la Scooby-Doo.
tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux, mais vraiment de partout, quoi. Ouais, c'était totalement libre. Il y a un moment, en fait. t'as une idée vraiment à la con, j'en ai pas en tête, mais tu sors une idée débile, tu dis tiens, ça peut le faire. Ça, tu tentes ta chance et hop, ça marche. Et hop, ça marche. Et tu fais, mais trop bien, génial. Sachant que la façon aurait dû dont faire on à un moment quelconque dans une BD ou dans un dessin animé. Ouais, on peut pas faire mais ça. c'est là qu'il aurait dû le faire. Et là, tu l'as fait. Voilà, on devient vraiment acteur du média, quoi. C'est ça qui est intéressant. À Cthulhu, c'est vrai que je n'interprète pas mon perso de la même façon, mais parce que Cthulhu, le but, c'est de s'amuser, quoi. On va dire ça comme ça. Cthulhu, ouais. Le but principal, c'est de survivre. En essayant de s'amuser. Donc je rappelle pour nos auditeurs que Cthulhu c'est un jeu d'horreur un petit peu à la Scooby-Doo, un petit peu décalé aussi avec beaucoup d'humour, en tout cas de la manière dont on le joue ici, parce qu'il y en a qui le jouent très sérieux, nous on le joue plutôt humoristique, donc voilà. Benjamin, alors qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de rôle? Pourquoi est-ce que t'en fais? Comme l'a dit Ben, il y a une grande interactivité. Ouais. On n'est pas, on va, j'allais dire, on va pas subir une situation qui nous est narrée, on va réagir dessus, parce que ça stimule également l'imagination, et puis ça stimule quelque chose, c'est la curiosité. Il y a un thème qui revient depuis tout à l'heure, c'est qu'on est curieux à chaque fois de savoir comment vont réagir les joueurs, ou qu'est-ce que va nous proposer le maître de jeu. Mais qu'y a-t-il derrière cette porte? Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, en fonction du jeu, en fonction des thèmes qui sont abordés, moi je trouve que ça stimule vraiment une réflexion et des centres d'intérêt assez différents. Tu vois, par exemple, quand on a commencé à faire du Deadland avec Karim, et qu'on s'est mis vraiment à se pencher sur les mœurs à l'époque du Far West, comment fonctionnaient les armes. Moi, je lisais un petit peu sur tout ce qui était balistique et carrément. Et tu m'as emprunté un vieux bouquin de mon grand-père sur les armes à feu, poussiéreux, tout pourri. Mais voilà, pour savoir comment se comportaient vraiment des balles et puis comment rendre la chose réaliste. Réaliste. Tu vois, on s'est intéressé à la Chine à l'époque des des Wuxia, avec c'est ça Thomas. Voilà, tu vois, même si on survole là, tu vois, c'était une culture asiatique d'un point de vue un peu cinéma, Shaolin, truc comme ça. Il y a toujours un petit côté, t'apprends quelque chose. Et puis bon, pour faire le parallèle avec Sens, tu vois, je pensais pas que j'allais un jour m'intéresser à des thèmes comme la métaphysique, la physique, me refouler dans des bouquins, des trucs que je lisais même pas au lycée parce que c'était trop compliqué pour moi, puis me remettre dedans. C'est vraiment stimulant. Enfin, d'une certaine façon, ça te stimule un petit peu les neurones, quoi. Mais j'ai envie de dire la même chose avec Deadland, avec les cowboys, ce que t'as dit. Moi, je déteste les films de cowboys et tout. Enfin, si quelques films d'Ennio Morricone rapides. Et c'est vrai que c'était rigolo du coup de se mettre à fond là-dedans. Pareil, Chin, j'ai commencé le jeu avec des gros a priori et au final, j'ai appris plein de choses et vraiment, je trouvais que c'était une très bonne campagne. Mais ça, c'est parce que tu as rencontré Fouillac. Le vieux Fouillac. Alors Thomas, pourquoi est-ce que tu fais du jeu de rôle après cette private joke merveilleuse? Alors moi, ce que j'aime dans le jeu de rôle, déjà c'est de jouer un héros dans un univers d'être fort, puissant, et aussi surtout c'est parce que c'est super convivial, quoi. Ouais. On est plusieurs, ça se joue à peu près à 5 personnages, enfin à 5 personnes, voire 6. On se marre bien, on passe une bonne soirée, on a vécu une aventure. C'est un film en 100 fois mieux, quoi. C'est un bouquin en 100 fois mieux, c'est un jeu vidéo en 100 fois mieux, quoi. Tout à l'heure, quand Bobo disait on peut interagir et tout, je pensais aux gens. Souvent, il y a des gens qui sont devant leur télé en train de regarder des séries et puis ils sont en train de se dire mais c'est nul, il aurait dû faire ça, le gars. Bon, si vous êtes dans ce cas-là, le jeu de rôle est pour vous. Vous pourrez le faire à la place de ce foutu personnage qui arrête pas de pleurer dans les bras de sa mère depuis le début. Et là, vous pourrez interagir, quoi. C'est ça qui est chouette. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait du JDR? Et aussi, comment est-ce qu'on a commencé le JDR? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu vos débuts, Thomas? Alors, moi, en fait, j'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Donc, à partir de là, j'ai découvert un peu tout ce qui était l'heroic fantasy. C'est quoi les livres dont vous êtes le héros, rapidement, pour nos auditeurs? Alors, c'est quelque chose, moi j'ai connu ça, donc pour moi c'est assez vieux, mais je crois qu'il en sort encore. C'est une histoire, donc c'est un roman, c'est un bouquin, qui est découpé donc en plusieurs chapitres. D'accord. Et en fait, chaque chapitre correspond à une ambiance dans un univers et une histoire. Et ça commence par une aventure. Et en fait, à la fin de ces chapitres, il y a un choix qui est proposé qui permet de faire évoluer l'histoire. Donc en fait, on est un héros
qui vit une aventure et chaque action correspond à un paragraphe particulier. D'accord, donc par exemple on te dit tiens vous venez de battre la momie, allez au paragraphe 15. Voilà, là c'est tu vas ça. au paragraphe 15 et il y a la suite de l'histoire. Là il y a la suite de l'histoire, vous avez perdu, vous avez utilisé un objet magique, allez à tel paragraphe. D'accord. Et là l'histoire évolue en fonction de donc ses en fait actions. tu lis pas le livre dans le sens des pages finalement. Voilà, tu on vas lit où en tu fonction veux. des paragraphes. C'est excellent. Voilà. Il y avait des combats. Moi j'ai pas du tout connu ça. Ah c'est génial. Et C'est à partir de là, donc j'ai découvert l'Heroic Fantasy. Ensuite, c'est au collège. J'ai vu des gens qui faisaient du jeu de rôle. J'en avais entendu un peu parler. Et donc j'ai fait une partie. Et mon premier jeu de rôle, c'était du Ambre. C'était quoi le trip de Ambre à peu près? Pareil pour nos auditeurs. Alors Ambre, c'est tiré. T'as commencé par Ambre. J'ai commencé par Ambre, donc un jeu de rôle sans dés. Sans dés. Oh mon salaud. Donc ça fait partie des éléments qu'on avait dit qui étaient un peu obligatoires, mais alors, là c'était pas le cas. Alors vas-y. C'est un monde heroic fantasy contemporain. C'est un peu, il y a plein d'univers différents, tous les univers possibles. Et on joue des enfoirés de politicards qui veulent buter leurs parents pour pouvoir être plus forts. Mais attention, c'est énorme. Attention, il faut préciser que ces politicards en question sont des divinités qui se baladent entre différents types de mondes. Ouais, non mais c'est un truc de ma boule. Hein. Voilà. C'est vraiment là tu mets la barre haut, hein, j'ai envie de dire. Bah, moi je trouvais ça bien marrant parce que le but c'est que vu que je jouais avec des potes, voilà. vu que je jouais avec des potes, ben on essayait de trouver le meilleur moyen d'enculer son pote. En disant tiens, je sais qu'il va faire tel truc. Tu donc, donnes une super image du jeu de rôle aux parents qui écouteraient ce podcast. Le but du jeu c'est d'enculer son pote. Hein. Voilà, c'est marrant quoi. Tu lui fais des crasses. Alors Thomas est un grand fan de faire des crasses. Il ne joue qu'à des jeux de société où il faut faire des crasses. Mais oui, c'est drôle. Et mais le DK système de Grume fait pour toi. Avec les dés de crasse et tout, tu peux te faire des crasses. Ah, ça peut être bien ça. Pour toi ça. Il faut que tu lises ça. Ouais, voilà. Je le lise. Donc voilà, donc j'ai fait du jeu de rôle, puis après je suis allé dans un club de jeu de rôle. Ouais. Donc là j'ai découvert d'autres jeux, d'autres façons de jouer, et puis depuis je continue quoi. Ouais. Parce que je connais encore des potes qui font du jeu de rôle. Ouais, des salopards. Voilà. Ben, comment est-ce que t'as commencé le JDR toi? Enfin le jeu de rôle. Ouais, JDR c'est l'abréviation. Moi j'ai commencé en entendant des salopards, ouais. Hein, des petits salopards qui racontaient leur scénario de la veille en disant j'ai fait ça et tout. Quand hier j'ai tué la grand-mère de... j'ai buté le vieux fouillac, genre de choses. Je me suis dit mais je sais pas ce qu'ils ont fait, en tout cas ils ont l'air de bien s'être marrés. Ouais. Je vais tester ça et puis voilà, c'était une façon nouvelle et vachement ludique de passer un peu plus de temps avec ses amis quoi. Ouais. Nous on a une super anecdote avec la vie là-dessus. On se clair. baladait à Solidor, à Saint-Malo, devant la tour Solidor. On était assis sur un banc tranquille à regarder la mer et on se racontait notre dernière partie de jeu de rôle qui tournait autour d'assassinat d'un grand vampire de machin. Et il y avait des petits vieux qui passaient devant qui devaient probablement pas connaître le jeu de rôle et qui se disaient mais de quoi ils parlent, ils ont assassiné qui, mais c'est des fous et tout. Le syndrome Mireille Dumas. On s'est dit ils vont nous appeler les flics, on va se prendre enfin, bref. Donc voilà, alors je parle pour vous les personnes âgées. Si vous entendez des jeunes parler et dire qu'ils ont tué des amis ou des choses comme ça, sachez qu'ils parlent de jeux de rôle. Hein. N'appelez pas tout de suite enfant disparu et ou laissez la police. couler parce que de toute façon il vous reste peu de temps à vivre. Le dragon n'existe pas. Non mais je me dis que nous quand on sera en maison de retraite, Bobo, quand on sera des petits vieux là, et on aura beaucoup plus de temps pour faire des on scénars. aura beaucoup plus de temps pour faire des scénars quoi. Et on pourra vivre une vie de jeune et tout. Ah ouais, je vais taper le dragon. Ouais, ça sera pas mal. Le jeu de rôle c'est pas mal à ce niveau-là. Ben, comment est-ce que tu as commencé le JDR? Vous seriez une bande de vieux cons. En fait, on serait pas à la maison de retraite, on serait à l'asile psychiatrique, je pense. À ce rythme-là. Le jeu de rôle, moi j'ai commencé. La première partie que j'avais faite, c'est un pote qui m'avait expliqué. Ouais, le jeu de rôle, tu vois, c'est marrant et tout. C'est comme un jeu de plateau, mais t'enlèves le plateau. Ouais. Du coup, j'ai essayé, puis j'ai fait un Hawkmoon. J'ai Hawkmoon. fait mon gros bourrin. C'était quoi le trip de l'univers d'Hawkmoon? Hawkmoon, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, ça ressemble un petit peu à ça quoi. Un médiéval fantastique. Ouais, c'est un gros médiéval fantastique. Ouais, ok. Flavie, comment est-ce que tu as commencé à jouer au jeu de rôle? C'est marrant. Moi, c'est quand je suis arrivée à la fac, j'ai entendu deux mecs derrière moi parler du fait que c'était trop cool hier soir, tu t'es pas fait buter par les deux droïdes, c'était trop bien quand t'as utilisé tes deux moonboosts que t'as fait une glissade de 30 mètres.
Et je me suis retournée, c'était deux François. de mes bons potes. Il y avait François dans le lot, François parce que c'est lui qui a fait le truc des 2 droïdes avec voilà, les et le soir même, j'avais une soirée où j'ai discuté avec eux, on discutait des Chevaliers du Zodiac, ils m'ont dit « Ah, il y a un jeu de rôle Chevalier du Zodiac, faudrait que tu joues avec nous !» Et je me suis ramenée et j'ai fait mon perso d'Athéna qui allait défendre Athéna qui s'est encore fait kidnapper. On gueulait dans la cité U des vieilles attaques de chevaliers, les mecs devaient se demander mais c'est qui ces fous qui gueulent par Athéna. J'ai un souvenir merveilleux où je me mets à crier par l'attaque de la chimère, et à ce moment-là la fenêtre était grande ouverte et j'avais hurlé. Et ces fous sont devenus profs. Excellent, excellent. Vos enfants sont en sécurité, ne vous en faites pas. On va développer leur imagination. Voilà. Donc vous aurez compris vraiment que le jeu de rôle c'est un univers où on s'éclate et où le but c'est vraiment d'imaginer tout et n'importe quoi, des choses les plus sérieuses aux choses les plus amusantes. De mon côté, le jeu de rôle j'ai découvert avec Magic l'Assemblée, donc j'avais vu une émission à la télé quand j'étais tout gamin où il y avait un mec qui s'appelait Richard Garfield qui commençait à montrer ses premières cartes à l'époque et qui disait ouais on peut jouer des sorciers, on va balancer des boules de feu sur ses potes et tout, ça avait l'air génial. Moi j'ai commencé à dessiner mes propres cartes en carton, à faire mes propres règles et tout, puis à la fin j'ai quand même craqué, j'ai demandé à mon père de m'emmener chez Jouet Club pour aller acheter des cartes et là j'ai vu le regard de mon père se décomposer, se dire ah non, il fallait forcément que j'en ai un dans la famille. Et voilà, donc j'ai commencé après à m'intéresser au monde imaginaire. Plus longtemps après, j'ai rencontré Benjamin Guérand, un de nos premiers MJ à Karim et à moi. Et donc il nous a montré Vampire, il nous a dit ouais le jeu de rôle c'est quand même beaucoup mieux que Magic, vous n'êtes pas avec vos cartes là, vous avez juste à parler, juste à raconter ce que vous faites. Les boules de feu tu pourras en lancer, oui bien sûr tu visiteras des donjons, bien sûr que tu rencontreras des dragons, il y aura tout. Mais bien sûr que tu rencontreras des dragons. Mais bien sûr qu'on a des torches. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au jeu de rôle. De très très bons souvenirs. Donc voilà. Maintenant, pour finir un petit peu ce podcast, pour les gens qui connaîtraient un petit peu mieux le jeu de rôle, on a parlé d'une forme classique de jeu de rôle. Pour conclure ce podcast, maintenant, on va parler des nouvelles formes de JDR là, qui commencent à apparaître un petit peu. Alors, comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, il y avait une tradition avant dans le jeu de rôle, parce que c'était avant un jeu de plateau avec les dés, en fait, où on lance des dés pour résoudre des conflits. Par exemple, tu veux sauter au-dessus d'une corniche, tac, fais ton jet d'agilité pour voir. Mais maintenant, on est en train de s'en séparer. Alors toi, tu disais que tu avais joué à un jeu de rôle sans dés. Déjà, c'est une forme un petit peu spéciale. Voilà, ça, c'est une forme assez spéciale où, d'habitude, chaque action est résolue par un jet de dés. Qu'est-ce qui arrive à ta voix, là, Tom? Je mute. Regarde. Ah, j'ai un alien. Mais non, excusez-moi. C'est mieux. Oui, oh, quel beau timbre. Voilà. Donc les dés servaient à résoudre les actions, puis là dans le jeu Ambre, il n'y a pas de dés, donc les actions se résolvent par en fait un système de valeurs. Ouais. On choisit une compétence et celui qui est plus fort dans cette compétence, il réussit l'action. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que généralement il y a toujours des dés. Dans la plupart des jeux, il y a toujours des dés. Ouais, ça reste encore massivement avec des dés. Hein. Mais c'est vrai que maintenant développer un univers sans dés est totalement possible. D'accord. Donc ça c'est déjà une forme un petit peu spéciale de jeu de rôle. Tout à fait. Ouais. Après, moi je sais qu'il existe certains jeux de rôle sans maître de jeu. Alors les jeux de rôle sans maître de jeu. Est-ce que autour de cette table il y a des gens qui ont pratiqué des jeux de rôle sans maître de jeu? Flavie, tu veux prendre la parole pour expliquer un peu de quoi il s'agit? Généralement, moi j'ai par exemple joué à Dirty Secret, qui est une de mes parties les plus drôles que j'ai pu faire. Alors Dirty Secret, il n'y a pas de maître de jeu? Il n'y a pas de maître de jeu, c'est-à-dire qu'on a on définit tous à la base 3 personnages qui vont interagir dans l'histoire. On va interpréter selon des tours de jeu chacun des personnages. Donc, ça c'est marrant. C'est-à-dire que contrairement au jeu de rôle classique, le joueur ne joue pas toujours le même personnage. Non. Ouais. Il y a juste un qui joue le même personnage dans Dirty Secret, c'est le détective. Qui lui du coup est confronté, on est sur une grille, la grille va évoluer selon les trouvailles des joueurs, parce qu'on définit juste 3 choses, le nom du personnage qui sera interprété, sa classe sociale et son rapport avec le meurtre ou le problème de départ. D'accord. Et au fur et à mesure des trouvailles des PJ, enfin des joueurs autour de la table et des règles de jeu, l'histoire évolue et voilà, ça fait des surprises en fait. Et ça fait des surprises énormes où à la fin on décide le de jardinier japonais est sorti avec le conte machin. On avait fait une histoire absolument abracadabrante et à la fin le détective est censé relier tout ça pour recréer une histoire. D'accord. C'est notamment ça, mais il y a plein d'autres jeux sans... Thomas, t'as déjà joué à des jeux de rôle sans MJ? Je me souviens plus. Moi une fois c'était Polaris.
Ah, excellent. Oh, t'as joué à Polaris, toi? J'ai joué à Polaris, oui, avec toi. Ouais. Non, mais je me souvenais plus que tu faisais partie de cette table, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est génial. Là, dans l'idée un peu d'un jeu de rôle sans maître de jeu, c'est que chaque joueur va faire évoluer l'histoire. Ouais. Sachant que la règle principale, c'est que un joueur ne peut pas décrire les actions d'un autre joueur. D'accord. Ça, en fait, chaque joueur a son personnage, il n'y a que lui qui peut interagir avec, qui peut le faire évoluer. Ouais. Par contre, tout le reste du décor, chaque joueur interagit. Ce qui est assez génial, ce qui est assez génial dans Polaris, c'est donc là c'est un peu difficile à expliquer à l'oral, mais c'est la position des joueurs autour de la table qui va déterminer les rôles. C'est-à-dire que par exemple, on joue à 4, donc vous avez forcément un joueur en face de vous et 2 joueurs sur le côté. Si vous êtes donc lorsque vous jouez votre héros. Et en face, la personne en face va jouer les adversaires de votre héros, ce qu'on appelle les démons. Et sur le côté, les joueurs qui sont sur le côté de vous, donc le joueur à votre gauche et le joueur à votre droite, eux vont jouer les lunes, donc des événements un petit peu aléatoires qui vont pouvoir être à la fois hostiles, à la fois sympathiques, etc. Et donc on tourne, ensuite lorsque le joueur a fini de jouer, hop, on tourne, on passe au joueur de droite, et là du coup, le joueur de droite devient joueur actif, vous devenez une lune, et le mec qui était à votre gauche devient forcément le démon du mec qui est en train de jouer. Donc c'est comme ça que les rôles se répartissent, il n'y a pas de maître de jeu défini, mais ça tourne en fait. C'est génial. Voilà, moi je me suis vachement bien marré, quoi. Autre jeu de rôle sans MJ, donc auquel j'ai joué moi, c'était un jeu de rôle avec des zombies. Et en fait c'est un Zombeja cinéma. C'est génial, je conseille. Ah là, c'est une tuerie. Vous le trouverez auprès des gens qu'il faut. Et donc c'est un jeu dans lequel on lutte contre le plateau en fait. Plus ça va, plus les zombies ont un pion et plus ils acquièrent des capacités. À la fin ils se mettent carrément à voler, ils ont l'armée avec eux, donc c'est très difficile de leur échapper. Donc on joue contre le plateau. Donc ça c'est très intéressant. C'est un mélange de jeu de rôle et de jeu de plateau qui est en fait c'est vraiment un jeu de rôle, mais c'est vraiment bien fait. C'est superbe comme jeu aussi. D'autres formes, est-ce que vous avez joué à des jeux? Juste pour réagir sur Zombeja, là on peut dire que finalement le perso, il n'y a pas de création de fiche de personnage. On tire le personnage en aléatoire à Zombeja. Ouais, avec des cartes. Avec des cartes. Et je sais pas ce qu'il en est sur d'autres types de jeux de rôle. Je sais pas si ça existe ailleurs ou pas. Ouais, si ça arrive de temps en temps, mais je dirais que c'est, je sais pas, peut-être 5% des jeux de rôle qui utilisent ce genre de système. Parmi ceux que je connais, donc j'en connais pas mal, mais bon, c'est pas tout. Mais non, c'est assez rare effectivement. En général, on choisit quand même le personnage qu'on incarne. Maintenant, un autre jeu de rôle aussi sans MJ que j'ai envie de conseiller à tous nos auditeurs, c'est Prosopopée de Frédéric Sainte que vous trouvez sur Silent Drift en téléchargement gratuit. C'est vraiment génial. Thomas, moi je me suis bien marré. C'est vrai que c'est un bon jeu. Ouais, c'est un super jeu où en fait là on joue pareil, on a un peu l'impression de jouer contre un plateau un peu, mais sauf que c'est les joueurs qui définissent la difficulté qu'on va mettre sur le plateau. Voilà, c'est avec ça. Des dés qu'on retourne et on doit battre des difficultés. Il n'y a pas vraiment de plateau, il y a plus il y a un univers, mais il y a un univers ultra onirique. Ouais, ça, si je me souviens bien, on se fixe une difficulté, une quête, qui est plus ou moins dure. Donc à partir de là, on se bat contre une valeur de dés. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les thèmes contre lesquels on se bat, c'est des thèmes assez abstraits, genre le vide, l'harmonie, la nature. Donc ça libère complètement l'imagination on va dire des classiques et des chemins battus, et ça en fait un jeu vraiment très onirique. Vraiment, je vous en conseille la lecture au niveau des jeux un petit peu spéciaux. C'est vraiment un des jeux au top, quoi. Donc voilà. Sinon, est-ce qu'on peut dire que Sens c'est un jeu de rôle classique selon vous? Flavie? Non. Non, je crois pas, mais parce que selon la définition entre guillemets qu'on a donnée, il n'y a pas de dés. Oui, d'accord. La fiche de perso, elle est faite avec des faits et surtout le rapport métaphysique qu'il peut y avoir avec la réalité. Il y a quand même des gros rapports avec ce qu'on est dans la vie réelle qui font que, au niveau du thème, je le considère pas comme classique. C'est-à-dire, on va pas être dans un monde de fantasy bien différent. Mais voilà, ce sera peut-être le thème d'un autre podcast. Je vois Bobo qui fait la grimace. Ouais, non, je trouve Sens, il a un fonctionnement relativement classique. Ah, moi, on a un MJ, c'est juste qu'on a supprimé les dés pour une commodité de jeu, parce que ça favorise des thèmes du jeu et puis une façon de jouer plus fluide. Ouais. Dans l'absolu, si il est classique, c'est pas un mal. Il y a pas de bons JDR et de mauvais JDR. Alors justement, le mauvais MJ. Alors bon il a des dés, mais bon c'est un bon MJ. Mais bon le bon MJ. Voilà, on est encore en train d'imiter mes élèves.
Oui, donc oui, donc moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a encore un maître de jeu, ça reste relativement classique, un fonctionnement classique, quoi. Ouais. Après, c'est juste je trouve que sans un système qui est un peu plus poussé, enfin ça c'est qui est cohérent avec l'univers, en fait, ça que tu veux dire, voilà, bon, par rapport à ce qu'on disait référé la au dernière podcast fois, numéro où on vous fait confiance, numéro voilà, numéro avant, 4. celui juste avant, 4. Voilà. Non. Voilà, bref. Thomas, le jeu de rôle classique, toi t'aimes pas cette distinction, hein? Bah pas du tout, parce qu'en fait du jeu de rôle c'est du jeu de rôle, quoi. Ouais. Je vois pas pourquoi il y a besoin de classifier entre du classique, du évolué. Ouais. Là aussi je suis assez voilà, d'accord. du jeu de rôle, ça reste du jeu de rôle, ouais. quoi. Après t'as différents types de création. Ouais. Il y a des gens qui vont créer, il y a d'autres gens qui vont juste copier des choses déjà faites. En fait, c'est juste un truc historique, quoi. C'est juste un voilà, truc après, historique. je pense que classique, c'est peut-être pour dire Ouais. bon, bah, les vieux jeux de rôle et les jeux de rôle récents. Mais au final, c'est plus ça que j'entendais derrière la définition de classique ou pas. Hein. Je suis assez d'accord avec Thomas. Pour moi, c'est la distinction entre classique et pas classique. Elle est amenée à disparaître tôt ou tard. Un jour, il y aura plus. Voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, voilà, pour moi, ça reste du jeu de rôle. Et c'est vrai que si je dois le dire, est-ce que Sens, c'est un jeu de rôle dit classique? Oui, je pense qu'il reste quand même assez classique. C'est plus l'univers il qui a les mêmes qui fonctionnements change. que tous les autres. Le JDR, il a le MJ, il a les PNJ, il a les PJ. Voilà. Je dirais pas qu'il a le fonctionnement comme tous les autres JDR parce qu'il cherche pas forcément à faire des thunes. C'est-à-dire ah non, bah arrête. Oh, t'es con. Privé joke, privé joke. Tu sais que les gens qui font du jeu de rôle, Thomas, s'ils voulaient faire des thunes, eh ben ils feraient autre chose. Ouais, c'est clair. Et voilà. Moi, je pense que c'est une magnifique conclusion pour ce podcast. Hein. Si vous écoutez ce podcast dans l'espoir de pouvoir vous faire des thunes un jour avec le JDR, eh bien, oubliez ça parce que vraiment, malheureusement, le jeu de rôle, ça c'est vrai que c'est un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un jeu qui est très très peu pratiqué parce qu'il est très peu commode à pratiquer. On l'a dit, il faut de l'imagination, il faut des amis, il faut de la curiosité, il faut beaucoup de qualité, il faut du temps pour préparer, il faut vraiment des conditions idéales. Hein. J'ai un peu de dire que c'est un peu comme l'apparition de la vie sur la Terre. Hein. C'est très rare parce qu'il faut vraiment des grandes conditions pour y arriver. Ah bah non, mais moi je suis comme ça, hein, je suis à fond. Et donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de compliqué à réunir toutes ces conditions. Donc c'est un jeu de rôle qui est très peu pratiqué. Et puis une base suffit à faire des milliers de parties. On ne le répétera jamais assez. Le jeu de rôle, c'est l'activité sociale probablement la moins coûteuse du monde. Il vous faut un crayon, un papier, une feuille de papier, une base de jeu de rôle et rien d'autre. Et selon les jeux, une calculette. Alors arrêtez avec votre calculette. Non mais voilà, donc il faut voir que c'est quand même un média qui est très 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 peu coûteux, donc évidemment les gens qui veulent vivre du jeu de rôle, pour eux c'est très très difficile. C'est pas une activité qui sera énormément rémunératrice, hein. On pourra se rembourser éventuellement, mais c'est une passion, c'est vraiment une passion, c'est un milieu de passionnés pour les passionnés. C'est ça qui nous plaît aussi, quoi. Un milieu de geek, quoi. Un milieu de... Ouais, mais j'aime pas ça. Ça devient fourre-tout un peu le terme geek. On l'utilise pour tout et n'importe quoi. Je croyais que tu te considérais comme un otaku. Ouais, oui, bah quoi, ça change quoi? Ouais, bon. Alors justement, le bon et le mauvais otaku maintenant. Je pense que là vraiment il faut embrayer sur ce sujet. On vous l'avez compris, cette fin de podcast est complètement chaotique. Quoi qu'il en soit, merci la FFJDR de nous avoir octroyé encore une fois le titre de podcast du mois de février 2010. Ça nous fait très très plaisir, ça nous motive. On vous dit merci, on vous dit surtout à bientôt. Râlez moins, jouez plus. On se quitte encore sur cette vieille formule de Grumpf. Jouez plus. Jouez déjà, hein, pour les jeunes qui nous écoutent. Jouez.